Bonjour, bonjour Mohsen, bonjour Mohamed Amin, Amin, Nora et Leila. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui le deuxième cours d'écotourisme et de développement durable. Si vous vous rappelez, lors du premier cours, on a vu les trois dimensions. Donc, je vais partager mon écran avec vous pour vous rappeler. Pour vous rappeler les derniers. Alors, vous vous rappelez les trois dimensions qui constituent l'essence même du concept de l'écotourisme. Le tourisme axé sur la nature, la composante éducative et le besoin de durabilité. Nous avons aussi vu lors du dernier cours qu'est-ce qui est attendu de vous à la fin du projet. Vous devez présenter un PDF d'environ 15 pages et vous devez prendre la place d'un… supposez que vous êtes le ministre du tourisme de votre pays et prévoir un projet axé sur l'écotourisme et le développement durable. Vous choisissez le projet que vous voulez et le pays que vous voulez, même si ce n'est pas votre pays. Si vous êtes intéressé par faire un projet sur un autre pays, vous pouvez le faire. On va voir aujourd'hui un peu le cours de nouveau, mais avant de passer à l'étape suivante, donc on va regarder rapidement le tourisme axé, composantes et le besoin de durabilité. On va aussi voir qu'est-ce qui est fait au niveau du Maroc comme développement durable et écotourisme. Quels sont les points qui sont pris en compte? Vous allez voir que c'est très bien fait comme travail. Le Maroc est très en avance sur tout ce qui est écotourisme et développement durable et ils encouragent ça depuis des années. Donc, le tourisme axé sur la nature, identifie trois dimensions principales: l'expérience, le style et le lieu. Donc, l'expérience vis-à-vis de la nature et l'intensité d'interaction, le style par rapport à l'infrastructure et le lieu varie selon les accessibilités. Après, les composantes éducatives, vous vous rappelez, l'apprentissage, l'éducation et l'interprétation. L'apprentissage, on apprend, mais c'est mieux une éducation pour expliquer parce que c'est méthodique. L'apprentissage, c'est plus sur un processus naturel, ça vient de l'expérience. L'éducation, c'est plus rhétorique, c'est séquentiel, systématique et basé sur des objectifs définis et des procédures d'apprentissage. Et enfin, l'interprétation, elle peut être différente d'une personne, de la vision d'une personne à une autre. Ce qui compte, c'est de rester constant dans sa perception des choses. Ça, c'est la composante éducative. Et la durabilité, parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire concernant l'écotourisme, le développement durable, dans le développement durable, il y a durabilité, c'est que pour ça perdure. Ce n'est pas un projet pour un jour, 2 jours ou une semaine, non, c'est un projet à long terme. C'est le seul moyen de s'assurer que vous avez réussi dans votre projet. Nous verrons après l'écotourisme et sa relation avec certaines autres formes de tourisme. Et puis, nous verrons les effets sur l'environnement. Aujourd'hui, on verra les deux
les deux parties-là, l'écotourisme, sa relation avec certaines autres formes de tourisme. Et par la suite, on verra la charte dont je vous ai parlé, la charte sur l'écotourisme et le développement durable au Maroc. L'écotourisme, sa relation avec certaines autres formes de tourisme. Pour être considéré, alors, pardon, je vais agrandir l'écran. Voilà. Alors, on voit un peu la relation entre l'écotourisme et d'autres formes de tourisme. Donc, pour être considéré comme du tourisme d'aventure, une activité ou un produit doit incorporer 3 éléments. Avant tout, un élément de risque, un haut niveau d'effort physique et un besoin pour le touriste de posséder des habilités spécialisées pour participer de façon sécuritaire à l'activité. Pourquoi le haut niveau d'effort physique? Parce que parfois, pour visiter une région qui n'a pas d'accès par la route, qui n'a aucun accès par la route, vous êtes obligé de marcher. Et il faut avoir un bon niveau d'effort physique, il faut faire un effort. Parfois, il faut grimper, parfois, il faut escalader, parfois, il faut juste marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et profiter de l'endroit. Élément de risque, bon, c'est pas, donc souvent, au Maroc, quand tu fais de l'écotourisme, il y a très peu de risques. Hein. Bon, à part si vous escaladez, bien sûr, si vous escaladez une montagne et que vous ne savez pas escalader, oui, il y a un risque si vous n'êtes pas protégé. Donc, le tourisme d'aventure correspond généralement à une activité de plein air qui se pratique dans les zones naturelles peu développées où la nature sert de support, mais ne constitue pas un objectif en soi, contrairement à l'écotourisme. Donc là, on dit, attention, tourisme d'aventure ne veut pas dire spécialement écotourisme. Parce que il faut différencier les deux. Ça peut être un tourisme d'aventure juste avec un challenge de faire un effort physique et de pouvoir escalader une montagne ou marcher d'un endroit à un autre, mais sans aucune optique d'écotourisme ou de développement durable, ou bien c'est juste physique, ou pour le plaisir de marcher, mais sans avoir une conscience écotourisme. Bien que l'écotourisme comporte généralement une composante culturelle, il n'est pas pour autant synonyme de tourisme culturel. La même chose. Donc, si l'écotourisme comporte une composante culturelle, il n'est pas pour autant synonyme, ça ne veut pas dire que c'est du tourisme culturel. Donc, on voit aussi une différence. Alors que ce dernier met l'emphase sur la composante culturelle, dans l'écotourisme, cet élément est la plupart du temps secondaire. Donc, la composante culturelle n'est pas prioritaire pour l'écotourisme. Ce qui est prioritaire, c'est la nature et le développement durable. De plus, comme on le devine assez bien, l'expérience du tourisme culturel ne repose pas nécessairement sur le milieu naturel. La tournée des musées de Florence, par exemple. Donc, si on fait du tourisme culturel, on n'est pas dans un milieu naturel. Si vous allez faire une tournée des musées de Florence, ça n'a rien de naturel. Vous n'êtes pas dans la nature, vous êtes dans un musée ou dans des musées. Donc, il faut différencier la partie, ce qu'on a vu avant, le tourisme d'aventure et l'écotourisme, le tourisme culturel et l'écotourisme. On peut avec l'écotourisme faire les deux, mais ce n'est pas la priorité de l'écotourisme de faire de l'aventure ou du culturel. Considérant que le tourisme d'aventure est tourisme culturel,
peuvent parfois s'entremêler, bien sûr, comme c'est parfois le cas, par exemple, lors d'une activité de chasse en milieu autochtone où les techniques traditionnelles sont partagées avec les touristes. Donc, il y a des possibilités même de faire du tourisme d'aventure dans la chasse avec les moyens d'origine, ancestraux ou des autochtones. C'est peut-être des flèches ou un harpon. C'est à vous de voir. Mais ça veut dire que ça peut être aussi de l'écotourisme. Avant de passer à l'étape suivante, qui sera les effets sur l'environnement. Donc, on aura les effets sur l'environnement. Attendez. On aura les effets économiques de l'écotourisme, effets économiques toujours, et effets socioculturels. Donc, avant de passer à ce sujet, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est que la prospective Maroc. Alors, je vais partager un autre fichier avec vous. Je vais arrêter le partage de cet écran et je vais partager un autre fichier. Ah, je vais vous parler, pardon, avant de la prospective Maroc 2030. Je ne sais pas si vous voyez sur votre écran, prospective de Maroc 2030. On avait connu Maroc 2010, la prospective Maroc 2020. Aujourd'hui, on est dans la prospective Maroc 2030. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer que dans le Haut Commissariat au Plan et le ministère du Tourisme, ils ont des perspectives pour le Maroc. Et inclus dans leurs perspectives, il y a l'écotourisme et le développement durable, automatiquement. Donc, on va essayer de visionner un peu cette perspective. Tourisme 2030, quelle ambition pour le Maroc? Il faut que je mentionne quand même que cette étude a été faite avant Covid-19. Donc, ça ne prend pas en compte la partie que nous vivons actuellement, qui est très mauvaise pour le tourisme et qui, nous espérons, est uniquement temporaire. C'est-à-dire que c'est un temporaire qui a tardé, mais elle est quand même temporaire. C'est-à-dire que les choses vont revenir normales dès que, on suppose, dès que la population mondiale sera en majorité vaccinée et protégée, et que toutes les frontières seront ouvertes, que les touristes commenceront à voyager sans avoir peur d'attraper ce fichu virus et que nous puissions reprendre les choses normales. Ça va prendre du temps, ça va prendre un peu de temps. Probablement que tous les projets qui avaient été faits pour le tourisme, pour le développement du tourisme, vont être retardé de quelques années. Donc, on peut envisager que ces perspectives Maroc 2030, elles pourraient maintenant, aujourd'hui, s'appeler Prospective Maroc 2035, en étant un peu large. C'est ce qui était prévu pour 2030. On espère l'avoir en 2035. Et j'espère que vous serez tous là pour le constater au bon moment. Comme vous êtes jeunes, vous serez tous là normalement. Alors, quelles ambitions pour le Maroc? Prospective 2030. Tourisme 2030, quelles ambitions pour le Maroc? On va voir, on ne va pas tout voir, hein, mais on va voir les parties qui nous concernent en ce qui concerne le tourisme durable et l'écotourisme.
Le tourisme au Maroc, le rappel historique jusqu'en 2000, le tourisme au Maroc, une vision du contrat programme. Pardon, c'est mon chat qui passe. Il veut jouer. Après, vous avez le chapitre 2, tendances lourdes et facteurs de changement. Donc, qu'est-ce qui peut changer dans les visions au Maroc? Les scénarios à long terme du tourisme, la morphologie du système touristique, les contours des scénarios, présentation des scénarios, scénario 1, la route de l'expérience, enfin les différents scénarios, quelles sont les possibilités dans le long terme. Chapitre 4, les menaces, opportunités, les défis du futur. Des menaces comme une zone de stress, un financement insuffisant, un manque d'eau, des opportunités stimulantes, le co-développement en Méditerranée, la force innovative de l'immigration, et vers une politique touristique à long terme, vers une vision 2015, quel tourisme pour 2030. D'accord? Donc, dans les scénarios, chapitre 3, scénario à long terme, on voit que les scénarios 3, non, pardon, scénario 2, c'est vers un développement durable. OK? On va voir de quoi il s'agit ensemble. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ici aussi? Dans les tendances lourdes et facteurs de changement, on a développement durable. La même chose. Tendance lourde de l'offre de tourisme, développement durable, et dans les scénarios vers le développement durable. Ça veut dire qu'on a tendance au Maroc, c'est une niche aujourd'hui, mais ça va s'intensifier. Surtout, on parlait du Covid tout à l'heure, Covid-19, les consciences ont un peu changé, la conscience des touristes, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on a eu, le confinement, l'obligation de rester à la maison, l'obligation de rester dans son pays, le fait qu'on a pu moins voyager qu'avant, ça nous a ramené à une certaine conscience de protection de la nature et de profiter des moments simples, d'apprécier les moments de simplicité, rien que de sortir, se promener dans un jardin ou sortir se promener dans un espace vert, un espace agréable et de protéger ces espaces, ça nous donne une certaine conscience que, attention, on n'est plus dans l'optique faire la fête, tout ça, que ça. Bien sûr, ce sera toujours bien de faire la fête, mais il y a aussi le plaisir de vivre, le plaisir d'être en phase avec la nature. Alors, on va aller voir dans le chapitre 2, le développement durable, qu'est-ce qu'il dit dans les tendances lourdes et facteurs de changement du tourisme au Maroc. Et on va aller voir dans le chapitre 3, les scénarios vers le développement durable. Alors, on commence chapitre 2. Ça, ce sont les pages, je crois, page 38. Alors, facteur de changement sur les marchés de tourisme marocains. Les tendances évoquées ci-dessus conditionnent une grande partie de l'horizon 2020 à 30 du tourisme en Méditerranée et au Maroc. Elles affectent le processus de choix à long terme des niches de marchés prioritaires et orientent les décisions d'investissement privés et publics. Les facteurs de changement concernent des éléments nouveaux dans le système touristique qui peuvent soit renforcer ces tendances, soit essayer de les infléchir.
Normalement, on est dans le renforcement en ce qui concerne l'écotourisme. Alors, les facteurs de changement, tendance lourde, demande, technologie, connaissance, offre, globalisation, durabilité, donc la durabilité. Facteurs de changement, délocalisation, infrastructure, vision 2010, essor du tourisme interne. Oui, l'essor du tourisme interne, on y est en plein à 100%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des villes comme Marrakech, Fès, Chefchaouen, Tanger, Essaouira, Agadir ne vivent que par le tourisme interne. Comme il y a plus de, il y a plus, il y a très peu d'étrangers qui viennent, qui ont l'autorisation de venir au Maroc. Les hôtels, les organismes de tourisme n'ont plus le choix que d'encourager le tourisme interne, c'est-à-dire de recevoir des résidents au Maroc et de leur montrer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont de beau chez eux. Donc, il y a un essor. Automatiquement, comme je l'ai expliqué, les perspectives du tourisme vont changer après Covid 2019. Les gens vont profiter un peu plus du pays où ils habitent. Les gens vont apprécier un peu plus les pays où ils habitent parce qu'ils auront peur pendant longtemps de voyager. Aussi, ils ont pris conscience que dans le pays où ils habitent, il y a des beaux coins, il y a des choses à faire, il y a des développements à faire, il y a des populations locales qui ont besoin de soutien pour se développer et pour garder leur authenticité. Alors, en ce qui concerne les scénarios alternatifs, en ce qui concerne le Maroc, on signera les principaux facteurs de changement suivants. La saturation du tourisme plage, soleil sur la Costa del Sol espagnole et dans les îles Canaries, poussant une certaine délocalisation du tourisme espagnol favorisée par la proximité. Donc, oui, à ce moment-là, quand ça avait été fait l'étude, le tourisme plage, soleil au bord de la Méditerranée du côté de l'Espagne, il y a saturation. Les gens, au bout d'un moment, n'ont plus envie de se retrouver sur une plage et juste bronzer et faire la fête tous les soirs. Ils ont envie de changer un peu leur vision du tourisme. La réduction des coûts du transport aérien et l'amélioration du réseau autoroutier en Espagne et dans le nord du Maroc, avec la perspective à plus long terme d'une liaison fixe sur le détroit de Gibraltar qui ouvre la porte du Maroc au tourisme routier européen. Oui, en effet, les coûts de transport ont tendance mondialement à baisser dans le tourisme parce qu'il y a de plus en plus de la concurrence. Encore une fois, c'est en temps normal, hein, on ne parle pas de la période Covid. Parce que la période Covid a amené un certain excès. Mon épouse, par exemple, est partie voir son frère qui habite la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui n'est pas encore fermé avec le Maroc. Et son billet lui a coûté 11 500 dirhams, ce qui est effarant. C'est énorme. Mais bon, la RAM profite des quelques clients qu'elle a pour augmenter les tarifs et les quelques destinations qui sont encore ouvertes parce que la RAM veut survivre. Elle aussi, elle a des soucis. On espère que les prix vont retomber dans ces destinations une fois que les choses reviennent au normal. Mais aujourd'hui, aller à Abidjan, c'est aussi cher à partir de Casa, c'est aussi cher que d'aller à New York ou au Canada ou dans des pays beaucoup plus loin. Mais en temps normal, ce n'est pas le cas. Après le volontarisme de la concertation publique-privée dans le contexte de la vision 2010, l'accroissement quantitatif et qualitatif du tourisme interne, oui, on en a parlé. Le tourisme interne,
c'est normal. On y est en plein. On y est en plein. Il y a l'accroissement quantitatif qualitatif du tourisme interne. Il y a des hôtels à Marrakech. Malheureusement, le tourisme interne n'est pas un tourisme qui dure très longtemps dans l'hôtel. C'est un tourisme de week-end ou bien de temps en temps durant les vacances scolaires. Ils prennent plus qu'un week-end. Mais il y a des hôtels à Marrakech qui sont pleins un week-end, vendredi, samedi, à la limite un peu dimanche soir. Et ils survivent aujourd'hui grâce au tourisme interne parce qu'il y a beaucoup de Kazaouis, Rabatis ou d'ailleurs qui vont à Marrakech passer leur week-end. Je rappelle qu'il y avait eu une mise en place de certaines d'autorisations spéciales du Pacha pour pouvoir voyager d'une ville à l'autre, mais visiblement, les gens se débrouillent bien pour avoir ces autorisations. En théorie, il n'est pas justifié de changer de ville si ce n'est que pour du tourisme. Mais les autorités ferment les yeux, ils disent oui, si vous avez une réservation d'un hôtel, vous pouvez y aller. Donc, les Marocains qui fréquentaient jadis les espaces les moins sollicités par les étrangers deviennent plus exigeants en matière de qualité et demandeurs de diversité, d'indépendance. Cette mutation des comportements et des attentes des Marocains constituera certainement un facteur important d'adaptation et de modernisation du tourisme au Maroc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit les Marocains ou les résidents au Maroc sont plus exigeants avec la qualité et la diversité de l'indépendance des projets qui sont faits. Ces facteurs de changement sont de nature à augmenter la participation du Maroc dans les marchés touristiques méditerranéens à un moment où ces marchés se transforment, spécialement dans les pays de l'Union européenne, pour absorber les développements reliés aux tendances lourdes de la demande, c'est-à-dire nouvelles technologies et sociétés de la connaissance, et de l'offre globalisation et développement durable. Intégrer les facteurs de changement marocains dans ces tendances lourdes est l'un des objectifs de la perspective de Maroc 2030 qui sera absorbé à l'aide d'un scénario alternatif dans le prochain chapitre de ce rapport. Bon. Alors, les scénarios à long terme, on l'a vu, on va voir le scénario du développement durable. C'était le scénario 2, si vous vous rappelez. Voilà. Alors, en introduction à ces scénarios, il y a une introduction juste pour que vous compreniez de quoi on parle. On est dans le chapitre 3, les scénarios à long terme du tourisme, c'est-à-dire comment peuvent varier le tourisme dans l'avenir. La construction de scénarios est l'instrument de synthèse des analyses prospectives. Les scénarios se réfèrent à des acheminements alternatifs qui relient le présent et le futur. Cheminements qui s'appuient sur les tendances lourdes et les facteurs de changement. Retenons en particulier sur certains plans des modifications possibles des politiques publiques et des comportements des autres acteurs socio-économiques. C'est mon chat qui est en train de m'embêter. Alors, morphologie du système touristique. Les scénarios reposent sur une analyse de la morphologie du système dont on entend explorer la dynamique. Dans le cas du tourisme, cette analyse se réfère aux éléments caractéristiques de la demande et de l'offre du tourisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est demandé et qu'est-ce qui est offert au Maroc dans le tourisme. Dans le contexte de la méthodologie adoptée pour Tourisme 2030, la métrique sur la demande a été établie en fonction du degré de satisfaction
des desiderata des touristes sur l'échelle psychologique des besoins de Maslow, en partant de la demande de satisfaction des besoins psychologiques, physiologiques propres au tourisme de repos, pour atteindre les niveaux les plus élevés des besoins d'autoréalisation propres au tourisme d'acquisition et de connaissances. Alors, la métrique de la demande touristique en fonction de la hiérarchie des besoins. Il y a la hiérarchie repos et déconnexion, c'est les demandes, sport et loisirs, spectacle et culture, santé et bien-être, éducation et connaissances. Dans le contexte de l'offre, plusieurs métriques sont envisageables et dans l'analyse faite pour Tourisme 2030, l'option choisie se réfère au rôle des agents publics et privés dans le développement de la structure de l'offre, étant donné que cette dimension est particulièrement importante dans les nouveaux pays producteurs de services touristiques qui recherchent une transition réduisant progressivement le rôle du secteur public. Alors, les métriques de l'offre touristique en fonction des rôles des agents économiques publics et privés. Initiative publique avec action directe, investissement d'infrastructures de production. Initiative publique sous forme de plan d'aménagement de législation et d'infrastructures. Partenariat public-privé. Cadre réglementaire fort sans intervention publique directe. Et initiative privée de marché dans un contexte de laisser-faire et régulation minimale. Il faut savoir que si vous voulez faire changer les choses au Maroc ou bien ailleurs, partout dans le monde, c'est la même chose, vous ne pouvez pas le faire tout seul en tant qu'individu. Ce n'est pas uniquement une question de moyens financiers, parce que bon, peut-être vous pouvez dire j'ai un support financier, mais de toute façon, vous devez avoir le support des initiatives publiques, des autorités locales. Vous devez avoir le support des privés parfois, des sponsors. Donc, vous êtes obligé d'avoir une connexion avec tout ce qui est organisme réglementaire. Les croisements des axes définis par ces deux métriques montrent clairement la morphologie du système touristique sur lequel s'effectuera l'étude prospective Tourisme 2030. Chaque service touristique existant ou prévu trouve sa place à l'intérieur de cette matrice selon qu'il est plus ou moins stimulant pour les besoins humains ou plus ou moins promu pour l'initiative privée. Alors, la matrice morphologique du tourisme, nous avons la connaissance, la culture, les loisirs et le repos, et initiative privée et initiative publique. Donc, on voit un peu comment la métrique de la demande. Services touristiques avancés proposés par les marchés compétitifs, services touristiques avancés soutenus par les politiques publiques, tourisme traditionnel développé par les entreprises privées et tourisme traditionnel avec leadership du secteur privé. Alors, je vais aller directement aux différents scénarios. Alors, là, les scénarios définis comme des espaces à l'intérieur de la matrice morphologique du système touristique perdent de la vraisemblance à mesure que l'on se rapproche des angles de la matrice. Donc, il y a des zones communes, elle est là. On est dans le scénario 2, scénario 3, scénario 1. Nous sommes dans le scénario 2. On va aller voir notre scénario 2, de quoi il s'agit. Vers un développement durable. Alors que le scénario 1 poursuivait un chemin connu, déjà bien expérimenté avec succès dans d'autres pays. Donc, le scénario 1, pour vous rappeler de quoi il s'agit, c'est la route de l'expérience, bien sûr. Développement du tourisme en Méditerranée au cours des 30 dernières années.
c'est au Maroc, la surface touristique caractéristique de la péninsule ibérique. Donc, on a copié-collé un peu ce qui se fait en Espagne et développé ce tourisme au niveau les premières destinations touristiques au Maroc à l'origine, c'était Agadir où il y a la mer. Donc, on a copié le système d'autres pays touristiques. Le nord aussi, avec la mer, mais bon, Saadia, avec la mer, ça c'était les premières visions du tourisme au Maroc pour être développé. Aujourd'hui, on va un peu plus à l'intérieur du pays vers un développement durable. Le scénario 2 se déplace vers la future société de la connaissance en s'appuyant sur la montée sociale de la préoccupation pour la durabilité des modèles de croissance économique. Il s'aligne avec une orientation générale en Méditerranée qui reçoit l'impulsion, entre autres, du Plan Bleu, un projet qui développe une prospective de coopération entre les 27 pays riverains de la Méditerranée. Les tendances qui soutiennent en Méditerranée l'évolution vers un modèle touristique durable sont relativement rares et de faible ampleur. En fait, les études du Plan Bleu montrent qu'au cours des 20 dernières années, la situation générale de la durabilité s'est dégradée dans les 3 piliers économiques, social et environnemental dans la zone sud de la Méditerranée et surtout dans le pilier environnemental dans la zone nord. En effet, il y a eu de la pollution, il y a eu des abus, il y a eu des constructions un peu anarchiques et on réalise que tout ce qui était prévu, le plan bleu, c'est-à-dire tout ce qui est construction au bord de projets au bord de la mer, ça a dégradé un peu le paysage. C'est pour cette raison qu'un scénario de développement touristique durable ne peut résulter que d'une politique publique volontariste tant en Méditerranée qu'au Maroc. Il s'agit donc d'un scénario qui est plus normatif ou qu'exploratoire. Si l'on se réfère uniquement à la partie extérieure des activités de la zone commune aux 3 scénarios qui, elles, en toute logique, a un caractère exploratoire et c'est basé sur des tendances lourdes s'appuyant entre elles, dans le cadre nord-est de la matrice morphologique dans lequel le scénario 2 s'étend plus spécifiquement, le croisement entre la durabilité et la société de la connaissance est encore à un stade relativement embryonnaire. De plus, son adaptation, alors écoutez, je vais aller un peu plus vite pour vous parce que je vous enverrai le truc si vous avez envie de tout lire. On va essayer de voir sur le plan de la stratégie productive au Maroc, le scénario 2 donne la priorité au tourisme intérieur et rural. Alors ça, c'est important, qui est une source de revenus pour les populations agricoles et artisanales. Ce passage-là est important. On est exactement dans le tourisme durable. C'est-à-dire qu'on va faire participer les populations agricoles, artisanales, les autochtones au développement du tourisme au Maroc. C'est ça ce qu'on appelle le tourisme durable ou le développement durable. C'est-à-dire que d'une part, excusez-moi, je vais aller voir le chat, il joue avec mes lunettes, je ne peux pas le laisser. Je reviens. Je suis revenu. Bon. À la protection du littoral et à la gestion efficace de l'eau et de l'énergie, il s'appuie sur des évolutions dans d'autres secteurs productifs, telles que celles relatives à l'utilisation de l'énergie solaire. Sur le plan des instruments des politiques publiques, dont le rôle est spécialement important dans les scénarios, c'est ce qu'on a dit, on ne peut rien faire si on n'a pas l'approche des politiques publiques.
c'est très important parce que même si on a des fonds privés, dans des sponsors, on ne peut rien faire si les autorités locales ne sont pas d'accord. On soulignera la nécessité de l'introduction systématique d'une évaluation d'impact du projet, la détermination des capacités d'accueil optimales des différents territoires, développement d'outils législatifs, réglementaires et de gestion foncière pour maîtriser l'urbanisation touristique et les sites naturels. La réhabilitation de l'environnement dans les destinations matures et le développement d'outils fiscaux assurant une contribution financière du tourisme, de la protection et de la gestion des sites naturels et culturels. Recommandation du plan bleu. Alors, le scénario du tourisme durable du plan bleu 2025. La Méditerranée est la première grande région touristique du monde dans laquelle le développement durable est stratégiquement relié au tourisme. Alors, attention, qu'est-ce que c'est la Méditerranée? C'est en effet tous les pays du contour méditerranéen, c'est là où il y a le plus grand nombre de touristes au monde. Aujourd'hui, la France est, je crois, numéro 1, l'Espagne peut-être numéro 2. C'est là où il y a le plus grand nombre de touristes qui viennent. On a beaucoup d'Américains, des Chinois, des Russes en priorité, qui viennent visiter ces pays du contour méditerranéen. La France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et en bas, on a la Tunisie et le Maroc. On ne peut pas parler d'Algérie parce que ce n'est pas un pays touristique. C'est très difficile d'avoir un visa pour entrer en Algérie. Il n'y a pas les infrastructures. Ils ne sont pas développés comme le Maroc du point de vue touristique. Il n'y a pas de projet vraiment pour faire développer le tourisme actuellement. Ce qui est très dommage parce que c'est un très beau pays, l'Algérie. En Libye, il y a des tensions encore. Ce n'est pas un pays qui est complètement stable. Donc, c'est un pays qui fait peur pour les touristes actuellement. Pourtant, c'est un très beau pays aussi. Donc, c'est ça le contour méditerranéen. Le Portugal, j'ai failli les oublier, mais le Portugal n'a pas, je crois, non, le Portugal n'a pas de lien avec la Méditerranée. Ils ne sont pas dans le contour méditerranéen. Presque. Donc, l'essoufflement du modèle balnéaire et la nécessité de plus grande valorisation patrimoniale orientent la stratégie touristique méditerranéenne à tirer le plus grand bénéfice de la diversité régionale et locale. J'ai oublié la Turquie, désolé, hein, mais c'est un grand pays touristique de la Méditerranée. L'Égypte aussi, l'Égypte, mais pas vraiment pour la côte méditerranéenne, mais un peu plus pour l'intérieur du pays. Les trois piliers de la durabilité économique, sociale et environnementale transforment la réalité touristique de la Méditerranée. Alors, avant tout, la durabilité, le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Je vais essayer d'agrandir un peu pour vous. Voilà. Alors, pilier social, contribution financière du tourisme et l'amélioration des conditions de vie des populations démunies. C'est du social. Hein? Avant tout, les touristes vont aider financièrement parce qu'ils vont payer pour participer à un événement, à une vision, à la visite qu'ils vont faire. Ils vont payer aussi pour loger. Ils vont participer. Ils vont acheter des souvenirs. Le tourisme comme facteur de modernisation. Donc, ça va aider. Cet argent va aider le pilier social pour aider la population à vivre, à améliorer leurs conditions de vie. Le pilier économique, diversification du tourisme, synergie avec d'autres activités, agriculture, pêche, artisanat, qui en général ne sont pas des activités touristiques, mais on va travailler pour comment. C'est intéressant. Ça peut être intéressant pour un touriste de visiter un port de pêche et de voir comment on pêche.
c'est intéressant pour un touriste de visiter un vigneron où c'est de l'agriculture, où il y a il y a du raisin et avec le raisin, on fait du bon vin. On en a au Maroc, il y a pas mal de belles propriétés. Renouveau économique urbain et rural. Fiscalité et principe utilisateur-payeur avec internalisation de l'environnement. Après, on a le pilier environnemental. C'est là aussi, on est toujours dans la durabilité. Moindre littéralisation et limitation des impacts. Stratégie de projets territoriaux et d'aménagement. Régulation décentralisée au niveau local. Vers un développement durable. Géostratégie, coopération méditerranéenne, ouverture mondiale, contenu tourisme intérieur rural, littoral protégé, énergie propre, infrastructure, aménagement durable, parcs et réserves naturelles, traitement des résidus, financement, fiscalité écologique, proactivité, participation du tiers secteur et tourisme domestique, promotion active. Et on arrive au scénario 3. Voilà en ce qu'il en est le projet 2030. On voit que le scénario du tourisme durable est d'actualité. Maintenant, le cours est presque terminé pour aujourd'hui, mais je voudrais vous montrer qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois. C'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Bon, il n'est pas ouvert, je ne le trouve pas. Écran partagé, je vais voir si je l'ai. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé le tableau, c'est pas grave. On verra la charte de l'écotourisme et du développement durable. Attendez, je ne veux pas mettre fin. Donc, j'arrête là. Voilà, on verra ensemble la charte marocaine, mais je peux vous assurer qu'elle est très bien faite et elle peut être adaptée à n'importe quel pays, de l'écotourisme et du développement durable. Je pense que la charte donne des directives exactement, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut mettre en place. Et pour votre travail de fin d'études, ça va beaucoup vous aider de bien comprendre cette charte. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et espère vous revoir très bientôt en bonne santé. Bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner ce cours. Au revoir, à bientôt.